Hello guys, j'espère que vous allez bien de mon côté, je vais très bien et je suis très contente de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vous raconte un roman que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit du roman des 4 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig, écrivain, dramaturge, journaliste et biographe d'origine autrichienne. J'aime beaucoup la bibliographie de cet auteur parce que ses livres ont toujours un plot twist très intéressant et celui-là d'ailleurs. C'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin parce qu'il se pourrait que vous ayez une vision complètement différente de vous-même à la fin de cette vidéo. Salut toi! Bienvenue dans le monde de Elise. Cette histoire commence dans une pension de la Riviera où vit le narrateur et 6 autres personnes. Cette pension est en réalité une dépendance d'un grand hôtel et les personnes vivant à la pension sont régulièrement en contact avec les personnes de l'hôtel. Ils font des activités ensemble, se connaissent pratiquement tous. Le narrateur explique que ces deux bâtiments abritent de toutes les origines. D'ailleurs, même dans la pension, il vit avec un couple d'Allemands, un couple d'Italiens, une femme anglaise, un homme danois, et lui-même je suppose qu'il est autrichien vu que l'auteur est autrichien, mais on n'a pas d'informations sur ça. Ces 7 personnes-là ont l'habitude de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, s'attendent à des conversations pendant leur repas. Une fois le repas terminé, chacune va à ses occupations. Le couple d'Allemands va faire ce qu'il a à faire. Oui. Le couple d'Italiens aussi. La femme anglaise va lire, le Danois va à la pêche. Quant à lui, il se couche, il se repose, etc. Il fait ce qu'il a à faire. Par contre, ce jour-là, ils ne sont pas allés vaquer à leurs occupations après le repas. Ils sont restés en train de discuter pendant un bon moment parce que la veille, l'hôtel avait enregistré un scandale vraiment très particulier. En effet, l'avant-veille, l'hôtel avait enregistré un nouvel arrivant qui était décrit de façon très intéressante par le narrateur. Il s'agissait en effet d'un Français dont les anses financières se ressentaient par le type de chambre qu'il a loué vu qu'il aurait loué une chambre avec vue sur la mer. Il était décrit physiquement comme un homme grand de taille, avec une moustache blonde, des cheveux bruns bouclés. En gros, il était beau d'après le narrateur. Et cet homme-là, il était aussi très aimable, très gentil, très apprécié de tout le monde, des enfants jusqu'aux personnes les plus âgées, en passant par les adolescents et les adultes. Il s'est montré serviable envers eux tous. Quand une personne partait prendre sa veste au vestiaire, il l'accompagnait, il prenait sa veste pour elle, il aidait même à la porter. Lorsque les enfants jouaient, il jouait avec eux, il souriait avec tout le monde. Il est apparu comme une bouffée d'air fraîche pour les vieillards parce qu'il discutait beaucoup avec eux, il était très attentionné avec eux. Et je vais relater les événements suivants parce que le narrateur précise que c'est vraiment important. Il est arrivé à midi. À 14 h, il jouait au tennis avec 2 jeunes filles, Annette, 12 ans, et Blanche, 13 ans, les filles d'un couple lyonnais, Madame Henriette, et l'homme, on n'a pas son nom, mais apparemment c'est un homme qui a réussi dans les affaires et qui était assez en forme. Toutes les informations qu'on a sur ce couple-là. Après ça, il y a eu un moment dans la journée où il a discuté et pris le café avec Madame Henriette. Le soir, il regardait les membres de la pension jouer aux échecs. Le lendemain matin, il allait à la pêche avec l'homme danois. À midi, il était en pleine causerie politique avec l'homme lyonnais, l'époux de Madame Henriette. Ensuite, il a encore pris le café avec Madame Henriette. Quelques heures après, il a joué avec ses filles. Et à 18 h, lorsque le narrateur partait à la gare pour poster une lettre, il a vu le jeune homme qui était très pressé, qui était aussi à la gare mais qui s'apprêtait à prendre un train avec une mallette en main. Il lui dit « Désolé, je me suis rappelé que je devais faire quelque chose d'urgent. Je dois partir, salut les autres de ma part, je reviendrai dans 2 jours. » Il lui dit d'accord, il rentre chez lui et il dit qu'aux environs de 23 h, pendant qu'il lisait, il entend des cris. Il entend « Henriette, Henriette !» Ce sont les cris de l'homme de Lyon qui faisait des allers-retours vers le littoral en criant le nom de sa femme parce qu'elle serait allée faire sa promenade habituelle vers le littoral mais elle ne serait pas revenue. Donc il est inquiet. Il criait, il demandait au boy et au serveur de l'aider à chercher sa femme. Tout le monde dans l'hôtel était descendu pour essayer de comprendre. Et là, ses filles se réveillent, commencent à crier aussi le nom de leur maman. Donc, il remonte dans la chambre pour aller les rassurer. Il redescend vraiment très affecté, ce qui attire l'attention de tout le monde. Il se laisse tomber dans le fauteuil. Il avait une feuille de papier en main. Il dit aux gens, c'est pas la peine de chercher, ma femme m'a abandonné. En fait, Madame Henriette a fui avec le jeune blond qui est venu la veille. C'est pour ça qu'il partait en fait. Il n'avait pas d'urgence. Il fuyait avec femme de quelqu'un. Ah! Ne vous y attendez pas. Et donc voilà le sujet qui anime la table de nos 7 pensionnaires parce qu'il y avait 2 thèses, 2 théories essayant d'expliquer la fuite de Madame Henriette. La première était la suivante. Madame Henriette aurait rencontré ce jeune homme-là il y a très longtemps, se serait entendue avec lui en lui donnant rendez-vous à la Riviera
pour organiser leur fuite. Une autre thèse selon laquelle les deux ne se connaissaient pas du tout. Ils se sont rencontrés à l'hôtel là. Elle a eu un coup de foudre et elle a décidé de fuir avec lui. Comme ça, sans ménagement, rien. Elle a juste pris cette décision sur un coup de tête en fait. Les personnes qui soutenaient la thèse selon laquelle Madame Henriette avait organisé cette fuite-là depuis longtemps étaient le Danois, le couple d'Allemands et le couple d'Italiens. Par contre, notre narrateur était pour la thèse selon laquelle elle aurait eu un coup de foudre et la femme anglaise là était neutre. Elle ne faisait qu'écouter. Et le débat devenait très agité parce que les couples soutenaient que c'est pas possible qu'une femme de la classe sociale de Madame Henriette, avec l'éducation qu'elle a reçue, se lève un bon matin comme ça, ait un coup de foudre et fuit. Ça n'existe pas en fait. Et qu'avec toutes les considérations qu'elle avait, elle ne pouvait pas fuir comme ça sur un coup de tête en abandonnant ses enfants, etc. C'est forcément prémédité. Le narrateur dit non, c'est possible qu'elle ait fui sur un coup de tête, que ce n'était pas du tout prémédité et qu'il y avait des chances pour qu'elle ait suivi le monsieur parce qu'elle avait eu un coup de foudre. La partie qui soutient la thèse selon laquelle cette fuite était préméditée dit au narrateur que, en fait, toi, tu es célibataire, tu n'as connu que des femmes légères et donc c'est bien normal que tu penses qu'une femme peut réagir comme ça alors que c'est pas possible. Le narrateur, quant à lui, se dit dans son fond intérieur que ce sont juste des hommes qui ont peur d'accepter la réalité parce que accepter l'idée selon laquelle une femme peut fuir son époux du jour au lendemain serait aussi accepter l'idée selon laquelle leur mariage est fragile et que leur femme pourrait leur faire la même chose. Ce serait un peu comme quand tu es amoureux d'une personne et que cette personne ne t'aime pas, elle te montre tous les signes qu'elle t'aime pas, mais tu veux forcément te dire que c'est comme ça elle se comporte avec tout le monde, donc tu acceptes ça. Vous voyez un peu l'image, c'est comme ça que le narrateur pensait. Il disait que ces personnes avaient peur d'accepter la réalité, d'accepter le fait que un être humain peut changer du jour au lendemain, quelle que soit son éducation, sa façon de voir les choses. Le débat devient très animé, même tumultueux, jusqu'à ce que la femme anglaise, Mrs. C, prenne la parole et dise « Gentlemen, please ». Ah, elle est anglaise. Elle prend la parole, elle leur demande de se calmer et elle demande au narrateur « Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu penses vraiment que une femme, avec toute l'éducation qu'elle aurait pu recevoir, avec toutes les considérations, peut changer d'attitude du jour au lendemain comme ça ?» Il dit oui. Et ça devient une conversation entre les deux. Et donc, Missy pose la question suivante au narrateur. Vous croyez donc, si je vous ai bien compris, que Madame Henriette, qu'une femme peut, sans l'avoir voulu, être précipitée dans une aventure soudaine, qu'il y a des actes qu'une femme aurait elle-même tenus pour impossibles une heure auparavant et qu'elle ne saurait être rendue responsable? La réponse de notre narrateur. Je le crois bien, madame. Je vais vous épargner le reste du dialogue parce qu'on n'est pas là pour faire une vidéo d'1 heure. Quoi qu'il en soit, la conversation continue comme ça. Elle lui demande est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? S'il voit Madame Henriette, est-ce qu'il pourrait lui adresser la parole? Est-ce qu'il ne la jugerait pas? Il dit non, que franchement, il ne voit pas pourquoi il ferait ça et que cette réaction est tout à fait compréhensible et qu'il a toujours du respect pour elle parce que l'être humain est imprévisible et c'est pas pour autant qu'on doit mal la juger. Elle est vraiment surprise, elle continue de lui poser plusieurs questions comme ça et après ils mettent fin à la conversation, elle se retire. Mais plusieurs jours après, elle envoie sa servante chercher le narrateur pour avoir le même débat sur Madame Henriette. Ils discutent pendant des heures, plusieurs jours de Madame Henriette, ce qui a commencé à attiser la curiosité de notre narrateur puisqu'il ne comprenait pas pourquoi cette femme s'intéressait tant à son opinion sur Madame Henriette. Quelques jours plus tard, lors de leur discussion, le narrateur dit que son séjour est presque terminé et qu'il rentrerait le lendemain chez lui. Il paraît alors assez déboussolé, il a senti qu'elle voulait lui dire quelque chose, mais elle n'y arrivait pas. Donc elle lui a dit « Je vous enverrai une lettre pour dire ce que j'ai sur le cœur parce que visiblement, j'ai pas la force de le faire. » Il dit d'accord. Quelques heures plus tard, il reçoit une lettre de Madame Henriette. Dans la lettre, elle lui dit que elle voudrait une oreille pour l'écouter. Elle pense que lui pourrait le faire, il pourrait la comprendre et qu'elle a quelque chose de très lourd sur le cœur à partager avec lui. Il nous répond favorablement. Il dit oui, qu'il serait en mesure d'écouter tout ce qu'elle a dit et de ne pas la juger et que ce serait même un plaisir pour lui. Alors le soir, il se rend dans la chambre de Madame Henriette qui est vraiment stressée. Elle fait plusieurs va-et-vient dans la chambre avant de prendre la parole et elle fait une petite mise en situation. Elle précise qu'elle vient d'une famille anglaise très respectable. À ses 18 ans, elle a fait son entrée en société. Petite précision qui n'est pas véritablement faite dans le roman, c'est que une femme de l'ère victorienne entre 1837 et 1901 et le roman se déroule avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire aux environs de 1904. Vous voyez un peu quelle était l'ambiance de l'époque. Pour ceux qui ont regardé la chronique des Bridgerton, vous voyez un peu comment les gens s'habillaient, qu'est-ce qui se passait.
Elle rencontre un homme qui a servi 10 ans dans l'armée des Indes. Elle l'épouse. C'est l'amour fou entre eux. Ils passent 3 mois à Londres, 3 mois dans la campagne. Ils ont 2 fils et son époux meurt malheureusement lorsqu'elle a 40 ans. Le premier fils commençait à travailler et le second est au collège. Elle se retrouve seule, désemparée. Elle fait son deuil, elle commence à voyager. Mais il y a une chose que son mari lui avait inculquée, c'était aller au casino. Vous ne vous y attendiez pas. Son mari et elle partaient régulièrement au casino, même pas pour aller jouer, pas pour aller flamber, pas pour l'ambiance, mais parce qu'ils avaient un loisir très particulier, c'était d'aller regarder les mains des joueurs. C'était d'abord la distraction de son mari, mais il finit par la convertir à ce loisir-là, en lui disant que, en regardant les mains d'un joueur, tu peux savoir s'il est stressé, s'il va gagner, s'il va perdre, s'il a un bon tour dans sa manche, etc. Donc, elle avait l'habitude de partir au casino avec son mari pour ça. Finalement, même après la mort de son mari, elle s'est dit un jour que ce serait bien de recommencer ce loisir-là. Elle se rend donc à Monte Carlo, qui est à Monaco, afin de visiter quelques casinos et regarder des mains. Et un soir, elle s'est rendue au casino, elle faisait le tour des tables, elle s'arrêtait à une table de roulette. Vous connaissez la roulette, non? Le jeu. Bon, je vais mettre une image parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Elle s'arrête à une table où on joue à la roulette. Et là, il y a quelque chose qui attire son attention. Elle voit des mains particulières. Pas les mains comme ça, là, mais vraiment un type de main qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La personne qui possédait ces mains-là avait une réaction très bizarre, ce qui l'a poussée pour la première fois à chercher à voir le visage de cette personne-là. Elle soulève la tête, elle ne le cache pas, cette personne est vraiment très belle, c'est un homme, et elle voit aussi dans son visage du désarroi. Il a perdu tout ce qu'il a misé. Il s'est levé tout désemparé, elle a suivi du regard, elle s'est même mise à le suivre. Il est allé à la sortie, il a pris son manteau, il n'a même pas eu une pièce pour donner au monsieur qui est à l'accueil là. Elle a suivi parce qu'elle a compris que l'homme qui est là avait tout perdu et qu'il risquait de sauter la vie. Elle le suit attentivement et là, il commence à pleuvoir. Elle s'abrite à un kiosque et elle voit que le monsieur, il est juste assis dans un banc comme ça, façon tellement relâchée, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui veut pas faire d'efforts, il est vraiment comme ça, tout tendu sur le banc, il pleut sur lui, il ne bouge même pas. Et ce spectacle qui l'a vraiment horrifié, elle ne comprenait pas comment un être humain peut se délaisser comme ça. Elle dit pour une femme de son état, en plus à l'époque où se déroule le roman, vous pouvez bien imaginer qu'elle ne peut pas se lever comme ça pour aller vers lui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris son courage à 2 mains, elle est partie vers lui, elle l'a tiré pour l'abriter au kiosque. C'est là il lui dit que tu perds ton temps avec moi, je n'ai rien. Mais c'est plusieurs années après qu'elle va comprendre qu'en fait, il a pris une gourgandine qui venait la guicher pour aller faire crac-crac dans le but d'avoir de l'argent. Alors que ce n'était pas le cas. Mais elle n'a pas compris que c'est comme ça qu'il la voyait. Elle dit non, ne te fais pas pour l'argent, je veux juste t'aider. Et il dit pas la peine, tu perds ton temps avec moi, je n'ai rien gagné ce soir. Il lui parle de façon très très désinvolte, il lui fait comprendre qu'il n'a rien à perdre et que ferait mieux d'avancer. Elle dit non, qu'elle veut l'aider. Elle arrête un fiacre, des voitures d'avant avec des chevaux. Et elle dit dans n'importe quel hôtel. Ils arrivent à l'hôtel, il frappe à la porte et elle veut lui remettre de l'argent. Et il lui dit, tu perds ton temps. Ne gaspille pas ton argent avec moi, de toute façon, demain tout ça n'aura plus d'importance. Parce qu'il comptait vraiment sur... Mais elle lui dit non, que écoute-moi, tu vas rien faire de tel, va te reposer, passe une très bonne nuit, prends une bonne douche et demain matin on en reparlera. Elle essaie d'insister pour qu'il ait les idées claires. Il est vraiment découragé, il parle comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et là le portier arrive, il ouvre la porte et il l'attire pour rentrer dans l'hôtel. Ensuite elle prend la chambre pour lui, elle lui remet les clés. Et là encore il l'attire pour rentrer dans la chambre d'hôtel. Bon, dans le roman, cette partie-là n'a pas été véritablement détaillée parce qu'elle dit que c'est une partie qui lui fait honte. Mais elle s'est réveillée le matin aux côtés du jeune homme là. Mais une chose est sûre, c'est que le visage du jeune homme avait complètement changé. Ce visage assez tourmenté, désemparé, de personne au bout du gouffre qui n'avait plus rien à perdre, était complètement changé. Il ressemblait à un ange. Elle s'est dit, j'ai fait du bon travail. Elle se lève précipitamment, elle s'habille, elle ne lui jette même pas un seul regard, elle lui dit juste, trouve-moi dans tel hôtel à telle heure. Et elle prend sa route, elle rentre à son hôtel. Le portier la regarde, tout surpris. Même bon, le portier, c'est un papato. Elle rentre dans sa chambre, elle prend une bonne douche, elle se change. Le jeune homme vient à sa rencontre. Il la remercie vraiment pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il dit qu'elle l'a vraiment sauvé parce qu'il s'apprêtait à se... Mais grâce à elle, il ne l'a pas fait et
il est vraiment reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour lui. Elle l'invite à déjeuner. C'est là qu'il lui explique qu'en fait, il vient d'une famille très importante de Pologne autrichienne et qu'il était destiné à une très grande carrière diplomatique. Après sa première année, il a eu de très bons résultats. Son oncle a eu l'idée de l'envoyer dans un casino pour célébrer ça et il a joué 3 fois. Il a gagné de très importantes sommes d'argent, ce qui l'a rendu en quelque sorte accro au jeu. Il a tout dépensé dans des jeux, il a tout perdu. Il devait tellement qu'il devait même à des usuriers. Sa sœur a remboursé toutes ces dettes-là. La veille de son départ pour Monte Carlo, il a dérobé 2 bijoux de très grande valeur que sa vieille tante possédait. Il a mis le premier en gage. Il a utilisé l'argent pour jouer au jeu. Il a quadruplé cette somme-là, mais il a risqué encore et il a tout perdu. Ensuite, il a pris le deuxième bijou qu'il a mis en gage. Il a pu payer son ticket pour Monte Carlo afin d'aller dans le casino où la femme l'a trouvé pour jouer au jeu une dernière fois. Il a une fois de plus tout perdu. Il a même vendu sa malle, ses vêtements, tout ce qu'il possédait et même une petite croix que sa marraine lui avait donnée. Il a encore tout perdu et il ne lui restait que son revolver avec 4 balles à l'intérieur. Il comptait en finir. Heureusement, elle l'a trouvé et l'a empêché de commettre l'irréparable. Elle est vraiment contente de son exploit. Après le déjeuner, ils empruntent un fiacre. Elle demande au chauffeur de faire le tour de la corniche. Pendant leur balade, elle voit une église. Elle lui dit « Je croyant ». Il dit oui. Elle l'amène à l'église. Elle lui demande de se mettre sur le prie-dieu. Et là, elle lui demande de répéter la phrase suivante afin de prêter serment. Il répète et donc ça devient une promesse envers Dieu et envers elle. Il promet qu'il ne retouchera plus jamais au jeu de hasard. Il se lève, les deux retournent à l'hôtel et là elle lui dit « Tiens cette somme d'argent là, quand pour payer ton ticket pour rentrer à Nice, arrête les jeux, concentre-toi sur tes études. » Il lui dit « Non, pas d'argent, non, pas d'argent. » Elle dit « Si, prends cette somme d'argent là et va prendre ton ticket pour ton train. » Il dit non, qu'il ne veut pas avoir de l'argent dans ses mains comme ça parce qu'il sait de quoi il souffre. Elle insiste, elle dit qu'elle n'a pas le temps parce que elle doit rencontrer des membres de sa famille qui sont aussi à Monte Carlo. Il la remercie encore, il dit que c'est Dieu qui l'a mis sur son chemin et il part. Après son départ, la femme s'apprête, elle va à son dîner de famille et là, elle a une sorte de nostalgie. Elle se rend compte qu'en fait, ce jeune homme-là va beaucoup lui manquer et que finalement, au cours de ces dernières heures-là, elle s'est assez attachée à lui, elle se sentait attirée par lui. Et bien évidemment, n'oubliez pas que le petit épisode pendant lequel elle n'a pas donné trop de détails, ils ont fait crac-crac. Donc, il y a tout ça qui a fait que, lorsqu'elle s'est retrouvée loin de lui au dîner de famille, elle a commencé à être nostalgique, elle a commencé à penser à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Elle s'est dit que non, elle ne voulait pas être loin de lui et que elle pourrait tout abandonner pour le suivre parce que elle serait tombée amoureuse. Alors, elle simule un malaise. Près de sa famille, elle leur dit que franchement, je me sens pas bien, il faut que je rentre. Sa belle-sœur dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu veux que je t'accompagne? Tout ça. Elle lui dit, non, t'en fais pas. Je retourne à mon hôtel. Elle se rend à son hôtel. Elle commence à faire ses bagages. Elle range tout vraiment de façon précipitée. Elle fait appeler le portier. Elle lui dit, viens prendre tout ça. Va, descends avec rapidement. Elle se dirige à la réception pour payer les frais de séjour. Et là, elle voit sa belle-sœur dans le hall de l'hôtel. Sa belle-sœur lui dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que tu as une fièvre. Tu es toute agitée là. Allez, monte, je vais aller m'occuper de toi. Elle dit à sa belle-sœur, non, laisse attendre. Franchement, je suis un peu pressée là. Parce qu'elle avait à dessein de ranger ses affaires, courir à la gare, aller le rattraper et aller vivre le reste de ses jours avec lui. Elle dit à sa belle-sœur, non, s'il te plaît, laisse ton affaire de vouloir me soigner là. J'ai pas ce temps-là. Sa belle-sœur insiste et tout ça. Et finalement, elle crie sur sa belle-sœur. Tu vas me laisser tranquille? Sa belle-sœur est vraiment surprise par sa réaction. En plus, c'est un hôtel dans lequel on connaît assez bien sa famille. Elle court alors, elle rejoint le portier et ils vont à la gare. Arrivée à la gare, elle se rend compte que le train que le jeune homme devait prendre est en train de démarrer. Malheureusement, le train est parti et elle sait qu'elle ne le reverra plus. Donc, elle est désemparée, elle sait pas quoi faire. Elle a fait toute une scène à l'hôtel là. Elle sait qu'elle ne pourra plus retourner là-bas pour aller dormir. Elle s'est humiliée devant sa belle-sœur et devant aussi toutes les personnes qui étaient à l'hôtel là pendant ce moment, même le portier. Donc, elle fait consigner ses bagages à la gare. Elle prend la route, toute triste. Et elle a l'idée de repartir sur les pas qu'elle a fait avec le jeune homme pendant les dernières heures. Elle retourne vers le banc où elle a pris quand il pleuvait. Elle fait un tour vers le kiosque et là, elle va à l'endroit fatidique, bien sûr, le casino où elle a rencontré pour la première fois. Elle rentre au casino et là, elle a une hallucination. Elle voit le jeune homme assis à une table de jeu. Elle ne comprend pas, elle dit, bon, moi, je deviens folle en fait. Mais, surprise, c'est vraiment lui. Il n'est pas parti, il était en train de jouer. Alors elle s'approche de lui, elle essaie de lui rappeler la promesse qu'il lui a faite
en lui disant s'il te plaît, lève-toi, tu m'avais promis de ne plus jouer. Et lui dit un instant, je suis en train de gagner là. Attends. Elle insiste, elle lui dit s'il te plaît, lève-toi, tu m'as promis que tu n'allais plus jouer à ces jeux-là. Tu es revenu le faire, alors lève-toi, il faut qu'on s'en aille. Il lui dit attends, je vais finir ma partie et on va partir. Mais il continue de jouer, il ignore complètement. Elle insiste encore et là, il s'énerve, il commence à crier sur elle et lui dit tu vas me foutre la paix. Quand tu n'étais pas là, je gagnais. Hier, tu étais là, j'ai perdu ma partie. Aujourd'hui, tu m'as suivi, j'ai perdu ma partie. Alors qu'avant ton arrivée, je gagnais. Laisse-moi, je me porte la poisse. Et en fait, il a tellement crié que ça a attiré l'attention de toutes les personnes qui étaient dans le casino. Une femme si respectable qui est autant humiliée par un jeune homme, qui est-ce qu'elle voit parmi toutes ces personnes qui la regardaient? Sa belle-sœur. Elle ne sait pas quoi dire. Le jeune homme venait de l'humilier dans une salle de casino. Elle, une femme si considérée, on venait de verser son visage par terre comme ça. Elle sort alors du casino en courant. Elle va prendre le train vers une destination au hasard. Elle prend plusieurs trains comme ça jusqu'à se retrouver chez son premier fils. Elle arrive là-bas, elle sait même pas quoi dire. On l'accueille. Elle dit qu'elle est malade. Il s'occupe d'elle. Prend plusieurs bains afin de se laver de toute cette humiliation-là. Elle y reste pendant plusieurs jours. Elle n'explique rien à sa famille, ne comprend pas ce qu'elle a. Elle déprime. Elle n'a jamais expliqué ce qui s'était passé à qui que ce soit. Des années après, lors d'une fête mondaine, elle a rencontré l'oncle du jeune homme-là qui, pendant leur discussion, lui dit qu'il y a quelques années de cela, il a un neveu qui s'est ôté la vie à Monte Carlo. Elle a alors compris que c'était du jeune homme qu'elle essayait de sauver qu'il s'agissait. Elle s'est sentie quand même rassurée parce que c'était pour elle un gage que son histoire resterait seulement entre elle et ce cadavre-là. Donc, il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient témoins de ce qui s'était passé pendant ces 24 heures-là. Elle n'a jamais eu le courage d'expliquer cette histoire à qui que ce soit jusqu'à ce qu'elle rencontre le narrateur. En fait, la façon dont il a réagi face à la disparition de Madame Henriette l'a poussée à se confier parce qu'elle a compris qu'il n'allait pas la juger et qu'il était en mesure de comprendre ce qui lui était arrivé. Il la remercie pour sa confidence, il lui promet qu'il ne dira jamais rien à personne. Ils se disent au revoir, il se lève et il s'en va. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va pas faire trop de commentaires parce que l'histoire est déjà assez longue. Mettez vos avis en commentaire, dites tout ce que vous pensez de cette histoire, de la façon dont l'auteur traite de la psychologie humaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!